chat, si jamais vous avez une envie irrépressible de parler, est toujours disponible. Et donc, vous nous avez donné… Alors oui, peut-être que Carole et les personnes qui sont arrivées après, est-ce que vous êtes OK que cette vidéo, cette conférence soit enregistrée et elle sera disponible sur notre site web après? Il n'y a pas de souci pour moi. OK, merci Carole. Avec plaisir, merci. OK. Alors, qui sommes-nous? Eh bien, en fait, Gérard, Karine, Sandrine et Virginie, on s'est rencontrés sur Facebook. Et comme vous, en fait, on a cherché des informations sur cette année maladie, la SLA. Et on s'est, comment dire, fédéré autour de notre comité scientifique qui s'appelle Virginie Delmas. Et ça fait 2 ans que Virginie, en tout cas pour moi, ça fait 2 ans que je vois Virginie nous publier en fait un certain nombre d'articles qui, bonjour, voilà, bonjour Anne. Bonjour. Voilà, j'ai donc commencé et je disais qu'on s'était rencontrés sur Facebook et en fait on s'est fédéré à Virginie qui menait un combat solo pour essayer de demander à ses médecins une TMF, c'est-à-dire une transplantation de matière fécale pour son mari Virginie. Frédéric, mon mari, il est là. Pardon, voilà. Voilà. Alors, moi je reviendrai. Ah oui, non, ok. Donc, voilà. Donc nous avons créé sur ce thème en fait une association. À l'origine, 3 sur Toulouse, 1 sur Nice et moi-même sur Paris. Aujourd'hui, on est 50 adhérents et on a un comité scientifique qui est venu s'enrichir avec un professeur en médecine, Jamila Fèvre, qui est directrice de recherche à l'INSERM. Et puis, voilà, un soutien scientifique de notre invité Joël Doré, que je vais présenter. Il prendra la parole après, qui est directeur de recherche de l'INRAE, qui se présente comme un écologiste microbien. Et effectivement, on aime beaucoup. Et donc, on l'a rencontré grâce aux travaux de Virginie. Et puis, c'est grâce au dossier qu'on avait fait, grâce au dossier, en fait. Voilà, tout à fait. On a fait ensemble, oui. Voilà. Et donc, avec nous, il est à l'initiative de la relation avec la FISLAN. La FISLAN étant la filière de santé du ministère de la Santé qui s'occupe de la maladie rare SLA, qui est la maladie, en fait, la maladie rare la plus fréquente. Voilà. Voilà. Alors, notre démarche, je l'ai un peu dévoilée, je vais aller un peu plus vite. Voilà, Virginie a recherché en fait les publications scientifiques sur des sites reconnus par les scientifiques, comme Nature, que vous avez sûrement entendu parler avec le Covid. Et en fait, on a aidé Virginie à constituer un dossier. Et notre principe, ça a été un travail collaboratif. Si tous les 5, on comprenait ce qu'on écrivait, on considérait qu'on avait le tampon de l'association. Et on a publié comme ça en septembre un document que l'on a adressé en fait aux gastro-entérologues, à des laboratoires et évidemment à des neurologues. Et à la voilà. Non, c'est pas tout fait, là. Il y a du bruit. Voilà, j'ai coupé un micro, je pense. Donc, nos neurologues ne nous ont pas répondu. Certains ne nous ont pas répondu, d'autres nous ont répondu en disant c'est pas possible. Et donc aujourd'hui, on a eu des réponses de gastro-entérologues qui étaient prêts à nous aider. Alors, on a eu des réponses de laboratoires qui sont prêts à nous aider, mais en fait, on bloque aujourd'hui parce que pour faire un essai clinique, il faut un neurologue. Voilà. Donc, on a décidé de faire une démarche de l'association et de déjà, la première étape,
c'est que nous allons lancer des tests pour pouvoir comparer en fait les microbiotes des malades et de leurs proches. Et Joël vous expliquera les objectifs, de façon à déjà avoir des premières données. Voilà. Donc, c'est l'objectif de cette réunion, c'est de vous expliquer. Le problème, c'est que il y a des démarches administratives. Non, je ne vais pas l'écouter. Et que, du coup, on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que on comptait vous envoyer les kits dans les jours qui viennent et on va devoir attendre 2 mois minimum pour envoyer les kits parce qu'il y a des démarches administratives. Quand bien même, vous êtes tous d'accord, tous volontaires et OK pour que ça participe pour la recherche. Donc, en attendant, on voudrait en fait vous soumettre un questionnaire et Joël nous expliquera un peu dans le détail. C'est un questionnaire en fait standard qui va permettre d'évaluer en fait vos problèmes digestifs, enfin les problèmes digestifs des malades SLA, pour confirmer que les malades SLA ont bien des difficultés de ce côté-là. Voilà, le questionnaire sera anonyme, on vous demandera de mettre vos initiales pour qu'on puisse s'y retrouver, mais en aucun cas, quelqu'un de l'extérieur, comment dire, enfin, on ne va pas sauvegarder, nous, dans nos systèmes, des données avec des noms. Voilà. Donc, je vais laisser Joël présenter sa partie. Donc, Joël ? Je mets mon micro, voilà. Je vais remercier tout d'abord l'équipe de me donner cette tribune, en fait, pour vous parler aujourd'hui. Et merci à tous. Je suis très heureux de pouvoir faire cette présentation. En accompagnement de ce que Hélène vient de présenter, concernant le questionnaire, en fait, il a trait au fait qu'on soupçonne qu'il y ait peut-être des différences dans la symptomatologie intestinale chez les patients par rapport à leur conjointe, par exemple. Et donc, c'est vraiment ce qu'on veut explorer. Donc, je n'en ferai pas plus que ça en termes d'explication, mais on peut y revenir dans vos questions. Alors, qui je suis ? Je suis directeur de recherche à INRAE, qui est l'Institut national de recherche sur l'alimentation, l'agriculture et l'environnement. Et je travaille sur le microbiote intestinal depuis mon début de carrière, donc un peu plus de 36 ans maintenant. Et j'ai beaucoup travaillé avec des médecins sur plein d'indications cliniques assez diverses. Métagénopolis, mon unité, est basée à Jouy-en-Josas, à côté de Versailles, et développe une expertise sur l'analyse du microbiote intestinal depuis maintenant pas mal d'années, qui est internationalement reconnue par la communauté scientifique depuis maintenant 2010, et on a été financé dans le cadre du projet des investissements d'avenir depuis 2012. Diapo suivante. C'est toi qui anime. Voilà. Bon, c'est une diapo un petit peu compliquée, mais je vais faire assez simple. Je ne sais pas si vous voyez ma souris en fait sur la diapositive. Mon marqueur, non? Moi, je ne vois pas la souris. Ah si, c'est bon. Okay, bah, c'est celle d'Hélène. Ah. Bon, d'accord, c'est pas grave. Donc, de gauche à droite, en fait, cette diapositive explique un petit peu le parcours d'un échantillon de sel quand on veut l'utiliser pour caractériser le microbiote intestinal par une approche qu'on appelle la métagénomique. Dans les grandes lignes, on va appliquer à un échantillon qui contient essentiellement des microbes la même technique que ce qu'on a utilisé pour séquencer le génome humain. Et donc, on va d'abord collecter avec un kit de collecte de l'échantillon. Puis ensuite, on va extraire l'ADN. Puis ensuite, on va mettre l'ADN dans des séquenceurs et on va séquencer comme on avait séquencé le génome humain. Et donc, ça implique de la bioinformatique, de la biostatistique. Et puis ensuite, on peut mettre en regard ces données de microbiote et les données cliniques pour essayer de voir si on peut identifier des paramètres d'intérêt. Et la petite phrase en rouge en bas, elle dit que la standardisation est vraiment cruciale à chaque étape du projet, de la collecte de la selle elle-même jusqu'à l'analyse des données. Et c'est des points sur lesquels on a, nous, beaucoup travaillé pour être sûr qu'on avait un processus qui était de très grande qualité. Dans la diapositive suivante, voilà, cette diapositive, elle illustre un petit peu la partie standardisation qu'on a développée pour ce qui concerne la collecte de l'échantillon. Et ce qu'on a mis en place, c'est un petit peu petit en fait, hein, pour tout voir, mais c'est simplement un arbre de décision qui indique comment il faut traiter l'échantillon de sel,
s'il peut arriver tout de suite au laboratoire ou si ça va mettre plus de 4 heures mais moins d'une journée. Ou alors si ça va mettre plus d'une journée. Et dans ce cas-là, on a en gros deux processus. Un processus qui suppose la congélation et un processus qui suppose de déposer l'échantillon dans un liquide qui va être un liquide de préservation. Et c'est cette dernière option sur laquelle on travaille de plus en plus aujourd'hui avec des grandes cohortes de volontaires ou de patients. La diapositive suivante. Donc ça illustre de façon assez visuelle, on va dire, la façon dont on propose de prélever l'échantillon. Alors ce que vous avez en haut à droite, c'est du Nutella en fait sur un papier pour simplement illustrer la façon dont on procède. Mais on va prélever sur une selle un petit fragment avec une petite cuillère et puis on va glisser la cuillère dans un tube qui contient un liquide de stabilisation. Et une fois que l'on a fait cet exercice, eh bien l'échantillon est stable suffisamment longtemps pour que la mesure que l'on va faire dessus soit vraiment très fiable en fait. Donc c'est une étape importante, je le disais tout à l'heure, mais dès le début, tout est important, tout est critique pour la qualité des résultats qu'on va générer. Dans la diapositive suivante, c'est simplement pour illustrer le fait que l'on a comparé la stabilité à 7 jours et à 21 jours de nos échantillons collectés dans nos petites cuillères et mis dans un liquide de stabilisation à différentes températures qui vont de moins 20 degrés à plus 50. Et ce que l'on voit, c'est que pour une durée de 7 jours, on a une très bonne stabilité à des températures qui vont de moins 20 degrés à plus 30 degrés. Donc on va considérer que la solution stabilise les sels durant 7 jours au moins à température ambiante. On a revisité ces aspects-là, on sait qu'on a des solutions de stabilisation nouvelles par rapport à celles qui a été utilisées dans ce travail, qui permettent de faire encore un petit peu mieux, mais on préfère demander aux gens de faire en sorte que l'on reçoive les échantillons, que la personne qui va traiter l'échantillon le reçoive dans la semaine qui suit. La plupart du temps, en fait, on demande à ce que la collecte soit faite en début de semaine, après la réception du kit, puis ensuite envoyé en début de semaine. Voilà. Dans la diapositive suivante, voilà, c'est un petit peu de science du coup. Ce que présente cette diapositive, c'est ce que l'on obtient quand on fait migrer nos préparations d'ADN sur un gel d'électrophorèse, donc dans un champ électrique. Et ce que l'on souhaite obtenir, c'est ce qui est présenté en haut à droite, c'est-à-dire une bande très intense qui nous indique que l'on a un ADN qui est de très grande qualité. Et ce que vous voyez ici, c'est une dizaine de préparations qui viennent de 10 laboratoires différents dans le monde. Et on a à droite des choses qui sont plutôt comme on le souhaite, et à gauche, des traînées qui nous indiquent que l'ADN est fortement dégradé. Quelquefois, on a même des bandes qui nous indiquent qu'on a de l'ARN et pas que de l'ADN. Donc, ces conditions-là, on ne veut surtout pas les retenir. Et donc, ça nous a permis de sélectionner les modalités d'extraction d'ADN qui sont vraiment qui garantissent la meilleure qualité de l'échantillon. Voilà. Alors, sur cette diapositive, c'est simplement pour illustrer un petit peu plus ce qu'on est capable de faire. Hein, on a caractérisé le microbiote intestinal de plusieurs centaines d'individus et on s'intéresse ici à seulement un paramètre qui est le nombre de gènes, de microbes que l'on peut compter dans l'échantillon. Et donc on a de 0 à 1 million de gènes de microbes dans un échantillon de selles humaines pour, comme je le disais, ici à presque 300 individus. Et on voit en ordonnée le nombre d'individus. En fait, la courbe, elle représente le nombre d'individus. Souvent, en biologie, quand on représente ce genre d'illustration, on a une courbe en chapeau assez régulière. Là, ce que l'on voit très bien, c'est qu'on a un épaulement vers la gauche. Et quand dans notre population de presque 300, on sépare les individus obèses en orange et les individus non obèses en vert, ce que l'on a pu observer, c'est qu'on a vraiment deux pics, en fait. Hein. On appelle ça une bimodalité. Et donc, on a vraiment deux populations différentes par le compte en gènes. Et donc, ça nous a intéressé beaucoup pour essayer de voir si le compte en gènes était relié à la santé. Je crois qu'au clic suivant, Hélène, il y a quelques éléments. Voilà. Donc, on a pu montrer que les individus à faible compte en gènes, notamment dans l'obésité, sont des individus qui ont une
une altération des paramètres métaboliques comme le cholestérol par exemple et de l'inflammation, plus que les individus qui ont un compte en gène élevé. De la même façon, dans l'obésité, si on met ces individus sur un régime qui est une restriction calorique, faible en calorique pour faire perdre du poids, ceux qui sont à droite de la courbe avec un microbiote riche en gènes vont répondre, ceux qui sont à gauche vont beaucoup moins bien répondre. On va moins bien leur permettre de perdre du poids, mais aussi moins bien améliorer leur cholestérol et leur inflammation. Et puis, bon, on a des observations assez analogues dans les maladies hépatiques ou dans le traitement des cancers également. Et enfin, la diapo suivante, elle a comme vocation à dire qu'au-delà du microbiote, en fait, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la relation entre le microbiote et l'homme, l'individu, l'humain qui le porte et qui interagit avec lui en permanence. Et on sait aujourd'hui que cette interaction, elle va traverser tout l'organisme. En fait, elle peut agir sur la paroi intestinale, bien sûr, mais elle peut agir aussi sur le système immunitaire, sur les défenses naturelles, et elle peut agir au-delà, sur le foie, sur le cœur, sur le cerveau. Et la relation avec le cerveau, elle peut passer soit par des petites molécules qui sont produites directement par les microbes intestinaux, ça peut passer par le système immunitaire, les cellules immunitaires, et puis ça peut passer par des molécules qui sont produites par la paroi intestinale et qui vont aller jusque dans le cerveau également. Donc il y a cette interaction avec l'ensemble de l'organisme humain, et comprendre le microbiote, pour nous, c'est une clé pour un petit peu mieux comprendre comment interagit le microbiote avec le reste du corps humain. Et bien sûr, pour aller loin dans ces travaux-là, il faut pouvoir caractériser beaucoup d'individus, et dans cette diapositive, donc elle illustre le fait que on est engagé au niveau de mon unité Métagénopolis à partir de cette année, en fait, dans un projet qu'on appelle le microbiote français, le French Gut, qui va se proposer de collecter le microbiote de 100 000 individus pour caractériser leur microbiote intestinal. Et donc, sur des grandes populations comme ça, vraiment avoir une image complète, ce projet-là s'inscrit dans un projet international dont le nom est indiqué en haut, le Million Microbiome of Humans Project, qui a été initié en octobre 2019. Voilà, donc c'est une démarche citoyenne. On commencera probablement pas avant la fin de l'année 2021, et il y aura la possibilité pour les membres de la FILSLAN, avec lesquels on a déjà commencé à discuter, de potentiellement participer à cette aventure citoyenne, en fait. Voilà, je crois que dans la diapositive suivante, j'ai simplement une illustration de Jouy en Josas, du centre où je travaille, où j'ai la chance de travailler. Je vous remercie beaucoup de votre attention, et j'espère qu'il y aura beaucoup de questions auxquelles je pourrai répondre. Merci à vous, Joël. Merci.